Alors, Ça vous dit. bah, peut-être quelques mots sur Douglas Sirk quand même, par rapport. Alors, moi, je connais maintenant l'histoire de Douglas avec son enfant Klaus, mais bon, cette Alors, neuvième. cette histoire qui est une histoire dont qu'on a peut-être un peu trop mise en avant sur le côté toute œuvre est autobiographique, vous en saurez plus et vous saurez tout ce que vous voulez savoir et n'avez jamais osé demander en voyant le documentaire de Roman Huben dans un instant. Je voulais juste, j'ai revu avec une certaine émotion, je dois dire, les dernières minutes du film. Et il y a un incident, enfin, il y a quelque chose d'assez étonnant dedans. On n'est pas dans l'essentiel du film, mais c'est un point anecdotique et pas si anecdotique que ça. La musique de la fin, quand vous entendez la philharmonie jouer le dernier morceau sur lequel le film se termine, vous savez que c'est le chœur de Judas Maccabée de Handel, sur le triomphe des Juifs. Or, cette musique, qui est un triomphe de la musique allemande, évidemment, posait un fort problème aux dirigeants du Troisième Reich, évidemment, pour des raisons raciales. Et il y avait eu, pendant ces années, peut-être même avant l'arrivée au pouvoir du national-socialisme, il y avait eu des débats sur que faire avec Judas Maccabée, et en particulier avec cet air que tout le monde connaît, que toute culture classique connaissait en Allemagne et ailleurs. Et donc la solution qui avait été trouvée avait été de remplacer les paroles. Goebbels n'avait pas trouvé ça terrible, parce qu'il n'était pas complètement idiot. Et bon, alors l'autre solution avait été simplement de ne plus jouer l'opéra, ou l'oratorio, pardon. Voilà. Donc le choix de cette musique pour terminer le film sur ce moment de quand même très grande émotion, où la musique, l'architecture baroque et l'intrigue et les personnages se rencontrent, n'est évidemment pas un choix hasardeux de la part de Sirk, même s'il ne faut pas non plus, même s'il ne faut pas y voir plus que ce choix, point. Il ne s'agit pas d'un geste de résistance secrète, quoi que ce soit de tel. Toujours est-il que c'est le morceau qu'il a choisi pour terminer. Alors, je vous ai parlé un petit peu de l'arrivée de Sirk à cette carrière de cinéaste qui se voulait un cinéaste de grand studio, un cinéaste grand public, et donc qui s'est trouvé arrivé à ce choix d'une forme de film, c'est un peu plus une forme qu'un genre, qui est le mélodrame. Voilà, c'est ce que dit ce film, qui est son premier véritable mélodrame, puisqu'il est précédé par une comédie et par deux adaptations littéraires d'auteurs scandinaves, une adaptation d'Ibsen et une adaptation de Selma Lagerlöf, et un autre film musical, mais auquel il attachait beaucoup moins d'importance. Donc, l'idée de Sirk du mélodrame est concentrée dans ce film, et en particulier, sans qu'il ait tellement parlé de ce film, il en était heureux parce qu'il retrouvait la culture classique, qu'il a toujours accompagné jusqu'à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il retraduisait les tragédies grecques, où il les adaptait, où il les réécrivait. Il a beaucoup insisté sur cette idée connue que dans mélodrame, dans l'étymologie de mélodrame, il y a à la fois drame et musique. Et c'est ce qu'il a explicitement voulu faire avec ses films, probablement plus dans ce film qui a la musique pour un de ses sujets que dans aucun autre des mélodrames, sinon Imitation of Life, sinon son tout dernier, Le Mirage de la vie,
où effectivement la musique, qui n'est pas dans le sujet du film, mais la musique est quand même la conclusion et le sommet du film. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que je voudrais dire. C'est bon, simplement pour terminer sur la question de l'Allemagne, que vous en saurez encore davantage en voyant le film de Roman. Simplement, on est en 1935 et dans les 2 années suivantes, Cirque crée une star internationale, la seule star du Troisième Reich, la seule star internationale du Troisième Reich, qui est une chanteuse, comédienne, chanteuse qui s'appelle Zara Leander. Il tourne encore 2 films avec elle et c'est 1937, c'est l'année où Goebbels s'empare du studio de la UFA. Il fait racheter les actions de la UFA, qui jusque-là était la propriété d'un politicien d'extrême droite, mais qui était néanmoins pas un soutien indéfectible de Hitler. Donc là, à partir de là, le cinéma est complètement soumis à l'autorité, est très directement soumis à l'autorité directe de l'État. Et Cirque quitte l'Allemagne avec sa femme à la fin de l'année 1937 sans savoir où il va. Mais ce sera le sujet de l'épisode suivant. Voilà, donc mais s'il y a des questions, peut-être c'est plus intéressant d'avoir vos réactions. Oui, vous pouvez poser des questions, bien sûr, hein, sur le film, sur la période aussi, puisque c'est quand même 30... quelle année le film? 37 35. 35. Juste avant 2 ans avant son départ. Ouais, 36, donc, ici, 30... donc oui, il y a alors. toujours un décalage entre le tournage, la réalisation et la date de sortie. Donc, qui veut intervenir, réagir, poser une question, profiter que Bernard soit disponible pour nous? Oui, j'avais regardé un peu cette semaine-là sur le film et je crois que j'avais lu qu'il était tourné en Suisse en fait. Non. Alors c'était. Alors il a tourné 2 films qui s'appellent Accord final. Donc celui-ci. Ah, c'est parce qu'il y a 2 films qui s'appellent Accord final. Voilà, donc Voilà Accord, qui est l'explication. celui-ci qui a Merci. été fait avec la Philharmonie de Berlin, qui a été fait avec des musiciens, et l'autre qui s'appelle Accord final ou Accord final au bord du lac Léman, ou qui a plusieurs titres, qui était une espèce de pied de nez à la UFA qui poursuivait Cirque pour qu'il revienne travailler en Allemagne, et un distributeur immigré en Suisse lui a proposé, qui était un grand admirateur de ses films et de celui-ci, lui a proposé de faire un film musical qui est plutôt une intrigue autour d'une école de musique, dans lequel il y a des choses assez belles, en particulier la fin d'ailleurs. La fin a également le même mouvement sur l'architecture de la salle, donc il y a qui est un petit film fait avec très fauché. Et interrompu d'ailleurs par une des premières mobilisations qui ont précédé la guerre. Peut-être, je ne sais plus si c'est la crise des Sudètes ou quoi. Enfin bon, en tout cas, ça n'a rien à voir avec celui-ci. C'est un film où Cirque a été plutôt, c'est visiblement un film de lui, mais enfin c'est un peu tourné du bout des doigts. Oui. Alors, Françoise. Bonsoir. Moi, je découvre et le réalisateur et ce film. Et film très ancien, 1936, et je suis étonnée, mais il y a un parallèle avec la vie de Douglas Sirk, du sentiment paternel, que je trouve pour un film de 1936 excessivement moderne. Puis il y a la relation entre aussi... vous m'avez entendu? Oui, je trouvais que pour un film de 1936, la relation décrite entre le chef d'orchestre et cet enfant est excessivement moderne sur le sentiment paternel. Et également la relation entre la femme du chef et la personne qui s'occupe d'elle. Voilà, donc il y a 2 points pour un film qui parfois fait penser, bien que je ne sois peut-être pas une grande connaisseuse, dans la façon de filmer à un cinéma beaucoup plus ancien. Il y a des points de vue qui sont très modernes. Voilà.
Oui, oui, absolument. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, Bernard, tu veux dire un mot? Alors attends, monsieur. Je voudrais vous demander quelle était l'expérience de Douglas Sirk avec la musique en général. Je pose la question parce que j'ai été vraiment très, très frappé par l'extraordinaire osmose qu'il y a entre la musique, avec l'exécution de la neuvième et les mouvements de caméra et la façon dont le film est construit à ce moment-là. Ça donnait l'impression de quelqu'un qui faisait plus que vivre sa musique. Tous les gens qui ont connu Sirk à la fin de sa vie ont dit que c'était un des hommes les plus cultivés qu'ils avaient jamais rencontrés. Et il est certain qu'il y a eu pendant à la fois son enfance ou sa jeunesse, bon, il avait 17 ans au début de la guerre, de la Première Guerre mondiale, mais jusque-là, il y a eu, je pense, une accumulation très impressionnante d'expériences et d'expériences artistiques multiples, dont évidemment la musique. Bon, évidemment, la musique était pratiquement dans tous les foyers bourgeois en Allemagne, aussi bien sous l'Empire que sous Weimar. Donc je pense que ça fait partie de ça, aussi bien une culture plastique qu'on voit aussi dans ces films, qu'une culture littéraire qu'on voit dans les travaux qu'il fait pour adapter des choses, ou qu'on voit aussi dans ses archives, alors ce qui n'apparaît pas directement dans les films. Donc il y a un aspect de culture classique important chez Sirk, et je crois que dans ce film, il y a vraiment une volonté délibérée de travailler sur l'idée la musique en soi, le matériau même de la musique, puisqu'on voit les solistes de la 9e symphonie, on voit la toute jeune Erna Berger, et aussi sur la musique, et aussi sur la musique comme création d'émotions dans un spectacle. Alors dans les nombreuses pièces qu'il avait montées, il y a eu plusieurs tentatives de théâtre musical. Il n'y a pas de pièces particulièrement connues. Les compositeurs avec lesquels il a travaillé n'étaient pas particulièrement connus. Il a monté l'opéra de Katsu, mais à l'époque, en 27, toutes les scènes d'Allemagne montaient l'opéra de Katsu. Et un de ses dernières mises en scène a été un autre opéra de Kurt Weill, mais écrit par Georg Kaiser, pas écrit par Bertolt Brecht, qui s'appelait Le Lac d'Argent, et qui a créé un énorme scandale déclenché par les nazis lors de sa création mondiale à Leipzig. Mais donc il s'était posé la question du théâtre musical. Les autres, les noms ne me reviennent pas, mais ce ne sont pas des noms. Les compositeurs avec lesquels il a travaillé ne sont pas des compositeurs dont on a particulièrement retenu le nom. Mais l'idée même du théâtre musical était dans son... Il avait ça derrière la tête, disons. Ça faisait partie de la tâche qu'il s'était fixée comme créateur de spectacles sur scène ou dans les films. Didier? Oui, je suis assez surpris de ce film qui date de 1935 de ne voir absolument aucune allusion au nazisme, si ce n'est le personnage d'Otto, ça y est, j'oublie Karl Otto, qui effectivement en tant qu'astrologue peut faire penser à plein de choses. Oui, on n'oublie pas qu'Hitler était un amateur d'astrologie, oui, c'est ça, comme Himmler. C'est une allusion indirecte. Bon. Mais est-ce que c'était connu à l'époque? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'en 1935, déjà, les Allemands connaissaient ce penchant de... Bon, Himmler n'était pas encore ce qu'il est devenu plus tard, et quant à Hitler, c'était encore relativement mystérieux. Donc. Mais en tout cas, c'est étonnant de ne voir absolument aucun signe de l'Allemagne nazie, alors que 1935, déjà, ça a bien sévi quand même. On n'est pas encore à l'acmé de ce dramatique pouvoir, mais ça a déjà bien avancé. C'est précisément... Est-ce que dans le même ordre d'idée, il est quand même frappant de voir que tous les personnages sont beaux, sauf Carlotto et le baron. Ça n'est pas du tout quelque chose
d'accident. C'est pas anodin. Ils sont plus que beaux. Ils sont magnifiques même. Ils sont gentils, absolument. Alors, c'était le petit mot que je voulais rajouter, c'est-à-dire que moi, j'aime Douglas Sirk pour son humanisme, en fait. J'aime son regard sur les gens, sur les hommes, malgré la vie qu'il a traversée, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, mais ça lui a permis de magnifier absolument tous ces personnages qui sont gentils et grands, plus que beaux. Hein, voilà. Même la femme de chef d'orchestre qui nous fait pleurer, bien sûr, magnifique à la fin, c'est sa repentance, c'est la rédemption, quoi. Enfin, donc il a ce regard qui nous donne confiance en l'homme. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas dit parce que j'étais émue à cause du DVD versus Blu-ray, mais c'est vrai qu'actuellement, dans cette période-ci, où les drames se multiplient dans le monde entier, où les événements géopolitiques nous font remettre en cause évidemment notre regard sur la vie, sur le monde, on se dit il faut absolument regarder et faire visionner Douglas Sirk. C'est le bon moment, quoi. Voilà, ça redonne confiance et d'espoir et envie de se battre. Non, sur l'absence de notation qui caractériserait le Troisième Reich en 1935-1936, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire une certaine liberté qui tenait à l'existence de ce studio, qui était un studio qui rapportait de l'argent aussi, donc qui n'était pas... Et l'absence encore, il y avait les débuts d'une politique culturelle de Goebbels très définie, mais le studio La Oufa était une puissance en elle-même. Donc le propriétaire, le patron Hugenberg était le dirigeant des nationales populaires, donc d'un mouvement d'extrême, d'un des grands partis d'extrême droite, donc qui avait soutenu Hitler, et qui continuait de soutenir Hitler, mais qui ne se confondait pas avec le gouvernement, avec l'État, ni avec le Parti national-socialiste. Et disons, le succès de la Oufa permettait ce genre de choses, y compris d'une Oufa privée de ses plus grands talents, qui avait été poussée à l'émigration et remplacée par des arrivistes, dont certains, le premier producteur de Sirk avant celui-ci était un membre du parti nazi des tout débuts et était un personnage abominable. Je pense que c'est le premier qui s'est attaqué à la production du Juif suisse. En Suisse, il a dû être écarté soit pour incompétence, soit par orgueil de Weiterland qui ne voulait pas avoir d'autres interlocuteurs que lui-même. Mais là, Sirk se trouvant dans la cour dans les grandes productions de la Oufa, se trouvait avec des producteurs qui s'intéressaient au cinéma, qui avaient envie de continuer le cinéma de qualité que la Oufa représentait, ce qui est évidemment une tâche à peu près impossible avec l'absence de tous les émigrés, mais il n'empêche que ce producteur, qui lui était un militaire de carrière, assez âgé, mais qui s'était intéressé au cinéma, qui a vraiment essayé de faire du cinéma, qui n'a pas essayé de faire la propagande de Goebbels. À partir de 1937, du moment où Goebbels a mis la main, où l'État a mis la main sur le studio, les choses ont complètement changé. D'ailleurs, Goebbels se rêvait en producteur de cinéma. Non seulement c'était un artiste raté, mais il avait la fascination des mécanismes du cinéma. Il annotait les scénarios, il souhaitait changer des choses, etc. Donc on est dans une période préliminaire. C'est un film assez risqué. C'est la tentative de créer une star qui a été un échec total d'ailleurs, qui était d'ailleurs l'épouse de ce producteur. Mais le film a eu tous les moyens qu'il lui fallait, probablement aussi l'idée de travailler avec la musique allemande, avec la philharmonie, était une idée magnifique
qui correspondait parfaitement au type de sujet, mais en même temps, l'américanisme du film, le passage constant dans la première partie du film, le passage constant de l'Amérique à l'Allemagne sont aussi des éléments qui ne sont pas complètement innocents. Peut-être un tout dernier mot, et puis on va aller boire un café, un thé, manger une petite madeleine, et puis Bernard pourra dédicacer son livre. Nous avons projeté début juillet Laissez passer de Bertrand Tavernier. Et alors, on l'aurait regardé en boucle. Hein. D'ailleurs, à la fin, que c'était fini, après 3 heures, il y avait le générique qui s'était remis en route et les gens restaient. Ils sortaient plus de la salle. Bon, faut dire que la musique des Pêcheurs de Perles, évidemment, aidait considérablement. Mais c'est vrai qu'on a vu des studios allemands et des dirigeants allemands dans le cinéma qui étaient intelligents. Hein, qui aimaient le cinéma déjà et qui ont laissé faire beaucoup d'œuvres au nom du cinéma, justement, et sans les entacher de l'idéologie allemande. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Moi, la UFA, évidemment, une fois après, c'était un très, très grand studio. Bon, ils ont eu des cinéastes extraordinaires. Hein. On les a retrouvés, effectivement, comme tu dis, aux États-Unis. Hein, que ce soit comment s'appelle-t-il, Billy Wilder, Lubitsch et tous les autres. Enfin, tous les autres, il y en avait plein. Bon, mais même pendant le régime de Hitler et pendant l'occupation, ils ont permis aussi l'émergence de quelques films extraordinaires avec des réalisateurs d'ailleurs formidables aussi, hein, qu'ils soient français ou donc je pense que c'est important d'avoir aussi un regard peut-être un peu contradictoire aussi sur cette période, que même dans les pires moments de notre humanité, il y a des choses positives. Enfin, moi, je suis toujours en train de rechercher ça partout, mais qui ont émergé, qui ont permis un beau cinéma après d'après-guerre. Je ne me rappelle plus de son nom. Chercher son nom. Gréven, oui. Voilà. Oui, bon, l'histoire de Gréven est compliquée. Hein. On sort, bien sûr, mais Tavernier a essayé de redresser la chose dans un sens qu'il peut encore reprendre. Voilà. Bien, écoutez, je vous invite à sortir et puis surtout, offrez-vous le livre de Bernard et puis offrez-le parce que je crois que c'est des beaux cadeaux à faire. Et puis, venez boire un café, manger une madeleine et après, on retrouve Roman, que je remercie. Romane, moi je vais l'appeler, j'aime bien, à la Suisse, qui vient de Lausanne tout exprès pour nous. Hein. À tout de suite.